Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de m'admettre comme l'animateur de votre deuxième table ronde, la conclusive, celle qui doit permettre de discerner quels sont les leviers à actionner et quels sont les obstacles à franchir afin de développer l'agriculture écologiquement intensive. Vous allez voir que nous allons traiter ce sujet et l'aborder en tous les cas avec toute une série d'acteurs que sont, dans l'ordre indiqué sur votre liste, Christian Rousseau au centre du dispositif. Il préside la coopérative Nourriciard. À sa droite, donc à sa gauche, pour vous, Mathieu Archambault, de la revue TCS, pour Technique Culturale Simplifiée. C'est bien ça. Technique compliquée de semis aussi. Très bien, parfait. Christiane Lambert, vice-présidente de la Chambre d'agriculture, première vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, que vous connaissez tous. Jacques Morino, qui est président du réseau Agriculture Durable, qui est complètement à droite du dispositif. Laurent Lapchin, qui est complètement à gauche du dispositif, directeur scientifique adjoint de l'Institut national de la recherche agronomique. Là, il n'y a pas d'erreur à commettre. Agriculture et environnement pour ce qui vous concerne. Et puis enfin, Gaël Reignard, qui est membre de la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans une institution que vous connaissez bien, qui est le Crédit Agricole SA. Voilà, donc pour répondre à cette question, moi j'ai pris le parti de ne pas leur poser directement, bon alors quels sont les leviers, quels sont les obstacles. On va essayer de tirer le substantifique moelle, comme on dit dans un auteur de la région, de leur expérience, de leur expertise et de leur engagement respectif. Et puis on va voir ce qui peut, dans ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils ressentent, perçoivent, ce qui s'oppose à eux ou ce qui favorise leur activité, leur action, voire donc ce qui est de nature à permettre de répondre à la question conclusive de vos 2 journées d'entretien. Voilà le dispositif. Alors on va commencer avec vous, Jacques Morino, qui êtes l'homme de terrain. Prenez donc le micro dans votre main. Vous avez l'habitude de travailler avec ça, n'est-ce pas ? Alors, vous dites que vous êtes un agriculteur paysan. Exposez-nous donc un petit peu ce que c'est que le profil d'un agriculteur paysan. Moi, j'avais l'impression que c'était des synonymes, mais non. Bien, je suis d'abord paysan, je suis producteur agricole, effectivement, mais pourquoi se présenter comme paysan ? Parce que depuis 20 ans, sur l'exploitation, après une période intensive, on s'est rendu compte entre un certain nombre de paysans qu'on était hors des valeurs de la paysannerie. Ça veut dire produire de la nourriture, c'est respecter le sol. Or, l'agriculture, telle quand je l'ai appris à l'école et telle qu'on a commencé à la faire, on était complètement hors des clous. On n'avait aucun modèle pour se repérer. On était complètement à côté de ce qui se passait. Et entre des copains paysans, c'est-à-dire qu'en fait, nos techniciens n'avaient pas de réponse à nos questions. On n'était pas d'accord avec ce type d'agriculture-là. Et on voulait prouver qu'on pouvait faire un autre type d'agriculture productif. Et on s'est mis en commun. Donc c'est tous les gens du réseau Agriculture Durable, tous les groupes CIVAM, c'est-à-dire une trentaine de groupes dans l'Ouest, qu'on a travaillé ensemble et qu'on a obtenu, entre autres sur mon exploitation en polyculture élevage, mais sur un certain nombre d'exploitations, un résultat intéressant, une agriculture productive, agroécologique, qui, sans intrants, c'est-à-dire après avoir très peu d'intrants, on utilise plus d'intrants et très peu d'intrants. Agriculteur, donc vous cultivez la terre, mais voilà, d'une certaine manière, à la manière d'un paysan, c'est-à-dire quelqu'un du pays qui respecte ce pays-là, voilà, et en particulier son sol. Et finalement, c'est un mouvement de rébellion. Et c'est un mouvement qui vous ramenait finalement à des origines, aux origines de l'agriculture qui est la paysannerie. L'agriculture, elle a 3 000 à 4 000 ans de cet ordre-là. Donc cultivateur, j'aime pas trop, c'est cultiver, c'est souvent pas forcément utiliser correctement le sol. Tout simplement, le constat qu'on a de l'agriculture actuellement, la productivité n'est pas forcément où on croit l'être. Les limites de la production agricole, c'est pas les hommes, c'est les sols. Il faut remettre l'homme, l'agronomie au cœur des systèmes, les deux ensemble. L'aspect social est souvent écarté, c'est-à-dire qu'on parle de la productivité du travail en agriculture.
les monocultures, les grandes exploitations, enfin, on en a une assez grande, mais on est une coopérative agricole de production plutôt qu'une exploitation. On est 7 à travailler sur 260 hectares, donc on sait ce que c'est les grandes tailles. On a, d'une part, il n'y a pas d'économie d'échelle en agriculture, contrairement à ce qu'on raconte. Et deux, la productivité, c'est les ressources qu'on ressort de l'exploitation en ayant apporté. L'exemple est simple, entre des vaches à 10 000 ou des vaches à 6 000, laquelle est la plus productive? La réponse, je ne vais pas vous la donner, mais si on réintègre, on est en train de calculer l'empreinte foncière des exploitations au RAD, c'est-à-dire que si on réintègre les hectares qui sont achetés à l'extérieur, là, on parle de la réelle productivité. Donc il ne faut pas confondre la productivité du travail, qui est certes plus importante dans les grandes exploitations, dans les types monocultures ou semi-directs, etc., à la productivité du sol. Quand vous dites les hectares qui sont rachetés à l'extérieur, tout le monde comprend, ou il faut qu'on explique un petit peu de quoi il s'agit? C'est les hectares qui sont utilisés, par exemple pour l'alimentation animale, mais complètement ailleurs, sur un autre continent, c'est ça? Les systèmes qu'on défend, c'est les systèmes autonomes. C'est l'autonomie sur les exploitations, l'autonomie décisionnelle, autonomie de production, et on crée nos moyens de production, on les fait sur la ferme. À partir du moment où on achète des surfaces à l'extérieur, c'est du soja, c'est 25 quintaux hectares. Donc les aliments achetés à l'extérieur, ils viennent du Brésil. Le sol fournit les hydrocarbures, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du sol. On utilise plus que notre part dans la vie de la planète, plus que notre part de combustible. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre. Il y a l'énergie, il y a ce que le sol fournit. Je suis assez d'accord qu'on ait des producteurs de photosynthèse, d'accord, mais de le faire intelligemment. Alors, l'agriculteur paysan que vous êtes est à la tête d'un réseau, qui est le réseau Agriculture Durable. Vous êtes à la tête d'une exploitation qui est une exploitation bio. Il paraît que c'est un vrai labo de polyculture, que vous êtes en train d'expérimenter. Vous êtes l'agriculteur expérimentateur cher à Hubert Garot, hein, le président de Terrena, on le connaît. Et en plus, il paraît que vous gagnez votre croûte. Alors, donc, vous avez un secret, vous, c'est pas possible. Alors, c'est quoi? C'est le semi-direct, c'est les cultures associées, c'est la foi du charbonnier. En tous les cas, des leviers, vous en avez utilisé un certain nombre pour arriver à ça, des obstacles, vous avez dû en franchir quelques-uns. Racontez-nous donc un peu cette aventure-là. Les obstacles, d'abord, c'est que le jour où on fait différemment, on se heurte à beaucoup de monde. Surtout quand on défend des systèmes où on utilise très peu. C'est-à-dire que la première période, ça a été très peu d'intrants. On a divisé par 3 nos charges opérationnelles dans un premier temps. On n'a absolument pas baissé de productivité globale. Vous avez diminué des 2 tiers, donc? Oui. C'est-à-dire qu'on a mis, dans un premier temps, dans les années 90, on s'est aperçu que en gros, la terre, c'est pas un support. On a remis de l'agronomie et on a arrêté d'apporter systématiquement toutes les béquilles qu'on utilise en conventionnel. On a cru qu'on pouvait faire fi, en fait, du climat. C'est-à-dire qu'il faut de l'eau et de la chaleur pour faire pousser les plantes. Il faut un bon sol. Et on a carrément supprimé, on n'était pas en bio, hein, on a commencé la bio, disons en 88, sur un atelier volaille et culture à côté. Bon, on était 4 associés, 5 associés, donc tout le monde n'allait pas au même rythme. Mais on a commencé donc par les cultures et après les vaches, on les a mis tout simplement au champ. On a trouvé des systèmes, malgré, on est en Vendée, hein, je veux préciser quand même, donc un climat plus difficile que dans la partie nord, disons Nord-Loire, au niveau de l'herbe. On a remis les vaches au champ, mais on les mettait au champ 2 mois. On a essayé de bâtir un système de pâture maximum. J'ai bien 2 pâtures, c'est pas toujours que de l'herbe. S'adapter aux aléas climatiques, avoir un système tout temps qui passe dans toutes les conditions climatiques, froides, chaudes, etc. La preuve cette année, on est rendu à 29 espèces cultivées sur l'exploitation. On a un système, certes, qui peut paraître complexe. Pour moi, c'est pas complexe, parce que c'est intéressant, plus on en fait. Des mélanges complexes. On est rendu, après les mélanges de culture, à utiliser des mélanges pour éviter le travail du sol. Mais on est sur des systèmes quand même avec du travail de sol superficiel. On n'a pas de glyphosate à utiliser. Et cette année, par exemple, 2003, 2005, 2010, des années difficiles climatiquement, par rapport à nos voisins en CUMA, en conventionnel, on fait les mêmes rendements. C'est-à-dire qu'on a un système qui est productif réellement. Alors, tout ça, vous ne l'avez pas fait comme ça, au pif, la fleur au fusil. Ça nécessite une réflexion profonde. C'est un vrai boulot intellectuel au départ.
C'est un boulot qui a été partagé par plusieurs. Il y avait des experts avec vous. Expliquez-nous comment vous avez réfléchi et comment vous avez mis au point les systèmes que vous utilisez et dont vous nous dites qu'ils ont la même productivité que les autres. C'est les paysans d'abord. C'est-à-dire que en fait, les experts, ça a été dans un premier temps toute l'équipe de copains qui avait à peu près la même idée. On était sur la Vendée, on était une quinzaine au départ à créer donc le premier groupe agriculture durable. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'avantage d'un groupe, c'est que chacun a des idées, chacun a des convictions, et ça évite les échecs. On a pratiquement fait, on a fait quelques erreurs, mais rarement d'échecs, parce qu'il y avait toujours les autres qui avaient un autre regard sur ce qu'on faisait. Et notre façon de travailler, c'était, on ne transpose pas des systèmes, il n'y a aucun système qui se transpose, mais il y a des idées transposables. Dans un deuxième temps, on a travaillé aussi avec des chercheurs de l'INRA qui sont venus regarder ce qu'on faisait. Les techniciens aussi venaient regarder un peu ce qu'on faisait. On était un peu détonnant, effectivement, jusque dans les années 2000, on était un peu détonnant sur la façon de travailler. Après, donc dans le réseau, petit à petit, on a mutualisé en fait toutes nos expériences, et bien des expériences. Et ce qui est important, je le répète là, c'est les expériences qu'on ne transpose pas, qu'on prend l'idée. C'est le principe, le concept, le principe, l'idée qu'il faut reprendre, et non pas la recette, quoi, au fond. C'est autre chose. La recette, il faut se la faire soi-même en fonction de son sol, de sa production, de ce que l'on est soi-même, c'est ça ? Il faut remettre la nature, elle est pas mal faite. Hein. Il faut remettre son sol, il faut remettre la biodiversité. Enfin, c'est la principale chose. Nous, la biodiversité, c'est un facteur de production. C'est-à-dire qu'on se sert de toutes les interactions entre les plantes, entre autres, par exemple, la luzerne nettoie le chardon, le sarrasin, il nettoie le sol sous le tournesol, etc. Il y a plein de choses à réapprendre, à rechercher. Et ce que je regrette justement, c'est qu'au niveau de la recherche, on a abandonné les protéagineux, on a abandonné en partie les recherches sur toutes ces interactions-là. C'est-à-dire qu'on est sur du global. On ne fait pas de marge par culture sur l'exploitation. On fait des marges par atelier pour savoir à peu près combien on gagne par tel atelier. Ce qui compte, quand vous parlez de gagner notre croûte, effectivement, ce qui compte, c'est de tirer un revenu. On est 7 travailleurs à tirer un revenu sur l'exploitation. On est à entre 30 et 35 000 euros de revenus par exploitation. On pourrait être à 1 ou 2 de moins à travailler sur l'exploitation. Si je regarde par rapport aux structures voisines, on pourrait être moins à travailler, sauf que justement on remet l'homme. Des systèmes comme ça, il faut un peu plus de travail, un peu plus de recherche, le temps, on prend des vacances aussi. On essaye de ne pas travailler, on prend un week-end sur 3, enfin on travaille un week-end sur 3 sur l'exploitation. On a pas mal d'animaux. Enfin, tout ça, c'est un micmac, un peu un melting pot. C'est très organisé en réalité, c'est très organisé, c'est très réfléchi. C'est réfléchi, mais pas organisé, façon de dire. Il y a les non, c'est pas le bordel. C'est un sacré paradoxal, ça. C'est un sacré paradoxe, quand même. Non, mais on est... C'est réfléchi, mais c'est pas organisé. Bon. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... comment dire ça il y a pas de, on n'est pas fixé. Les rotations... Oui, ça bouge. On est sur des rotations aléatoires. D'accord. De façon à déstabiliser les mauvaises herbes, c'est tout bête. La multiplicité des cultures, la multiplicité des dates de semis, on fait très attention à la faune et la faune auxiliaire. On a des coccinelles en permanence sur l'exploitation. Il y a un élément qui n'est jamais pris en compte ou rarement pris en compte, c'est la répartition spatiale des cultures. Il ne suffit pas d'avoir un bon assolement, il faut que toutes les cultures soient présentes sur les mêmes blocs. Et ça, on l'a prouvé, c'est qu'on a mis du temps. Hein. On a été partagé à une époque, dans les années 97, avant de passer totalement en bio, on a été partagé par le travail. Donc, on répartit les cultures, on met le blé dans un endroit pour essayer de gagner du temps, etc. À l'époque, on était en maïs, blé, orge principalement. Tournesol un peu, on était à 4 cultures, maintenant on est à beaucoup plus. Et maintenant on mite le maximum. On a planté 17 ou 18 km de haies, volontairement. Tous les champs sont entourés de haies. Une parcelle ne fait pas plus de 8 hectares. Elle est partagée en 2 après. Là on vient d'introduire des jachères fleuries entre les parcelles qu'on ne peut pas mettre de boisées. On fait un peu d'essais d'agroforesterie. On travaille beaucoup sur l'organique. Et tout ça, c'est un travail passionnant. Vous êtes en train de refaire une nature un peu spontanée, donc... pas spontanée, non. On la dirige. Vous la dirigez. Elle est, et à part ça, c'est pas organisé. Bon. Non, mais la première chose dans le réseau qu'on disait, c'est que quand on veut faire une prairie, on regarde ce qui pousse au bord des champs. C'est-à-dire d'observer ce qui se passe.
Le problème de l'agriculture intensive, elle a voulu faire fi de toutes les lois naturelles, de toutes les lois, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre du blé partout, du maïs partout. Bon. Or, il y a des champs où des cultures se plaisent mieux que d'autres. Et c'est normal, sur le sol. Donc il faut tout adapter. Bon, alors, on comprend. Alors, on vous lâche et 2 jours après, on vous retrouve et vous êtes toujours en train de nous expliquer des trucs nouvelles, des choses nouvelles. C'est formidable. Est-ce que, précisément, il y a des gens qui viennent vous voir pour tirer vos idées, vos expériences, tirer quelque chose de vous? Est-ce que vous allez vous en voir d'autres pour essayer de porter une bonne parole, de bonnes pratiques, de bonnes méthodes ou pas? Bonne parole, non. Oui, c'est de la formation elle est permanente. C'est écrit dans nos statuts du GAEC que les associés doivent obligatoirement faire de la formation. Oui, pour vous, mais vis-à-vis de l'extérieur? Eh bien, on fait de la formation sur l'exploitation. Il y a Michel Griffon donc, qui est venu sur l'exploitation dans ce cadre-là, avec Alain Bourgeois, l'année dernière. Mais la formation, elle est toujours à double sens. C'est-à-dire que même quand j'interviens pour expliquer ce qu'on fait, il y a toujours à prendre dans les autres qui... Bien sûr, c'est des échanges, tout ça. Oui. Hein, c'est un lieu d'échange comme ici. Alors, les techniciens et les scientifiques qui sont venus vous voir, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ça marchait? Ou est-ce qu'ils vous ont regardé un peu comme ça en disant, tiens, pourquoi ça marche? Ah, ils m'ont rien expliqué du tout. Ils vous ont rien expliqué du tout. Ils ont bu le petit lait et puis... du petit lait, je sais pas, on en fait, on a du lait, donc on peut le fournir, ça c'est pas un problème. Très bien. Mais non, c'est un échange toujours. Bon, ça peut être ça... Il y a des écoles, ça dépend des écoles qui sont venues. Il y en a qui ont fait demi-tour. Il y en a d'autres que c'est intéressé. C'est un problème d'ouverture d'esprit. Et, et l'un des problèmes en agriculture, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit à ce qui peut se faire autrement. On sort encore, enfin c'est surtout le problème avec les écoles. On a des techniciens qui viennent, on a des chercheurs aussi. On travaille avec Bernard Roland, entre autres de l'INRA, sur les variétés de blé. Je teste pour lui en plein champ des variétés. Donc il y a des passerelles avec l'INRA de Lusignan aussi. Entre autres, la difficulté par rapport à la recherche, c'est que là on est sur du multifactoriel, qui est beaucoup plus compliqué que de savoir si on fait du maïs, comment on le fait. Ce que j'ai répondu aux chercheurs dans 2 colloques, c'est on a disséqué, on est rendu au génome, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va couper encore, trouver plus petit. Ce qu'on a besoin, c'est de macros, de systèmes, de comprendre les interactions entre les systèmes, entre les plantes. Ça s'appelle l'alléopathie des plantes. Il y a plein d'interactions entre les plantes. Il y en a d'autres à mettre à l'ordre. On en a découvert. Toutes les découvertes, mais c'est vrai aussi pour les chercheurs, sont faites par erreur. Ouais. La plus exemplaire, pourquoi les traités des chardons, on met une luzerne, on n'a plus de chardon rhizome. Enfin bon, il y a plein de... je vous en citer des tonnes. Et puis, il y a plus que cette complexité-là, il y a les insectes et les plantes, il y a les hommes et les plantes, il y en a d'autres encore des interactions à discerner. Ah bah il y a plein. Et puis c'est aussi, il faut que le système y marche, il faut que tout le monde s'y retrouve. Je vais encore remettre l'homme au centre de tout ça. Et un autre exemple sur le travail humain, on veut absolument limiter la main-d'œuvre sur nos exploitations. Pour moi, c'est une erreur. On embauche, nous, au lieu de... Bon, effectivement, on n'utilise plus d'intrants chimiques, mais même avant qu'on avait la possibilité de traiter les faux d'avoine, on les a toujours fait manuellement. Or, un exemple, il y a 10 ans, on passait 3 jours, on avait 120 hectares, on passait 4-5 jours à une douzaine de jeunes à nettoyer les champs de faux d'avoine et de rumex. Maintenant, on passe à 12, on passe sur 260 hectares, on ne passe plus que 3 après-midi. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'autres solutions que le chimique. Dernière question, et je vous demande une réponse brève, parce qu'on vous a écouté avec passion, mais il faut que j'enchaîne. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait d'emblée de l'agriculture écologiquement intensive? Non. Bon. Non, parce que sur le terme me choque. Quel est le mot des 3 qui vous choque le plus? Intensif. Intensif. Bon, pourtant ce que vous faites... Vous n'êtes pas surpris. Mais non, mais ce que vous faites est assez intense, si j'ai bien compris.